Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. À Lyon, le verdict du procès en appel du cardinal Barbarin est tombé aujourd'hui. L'archevêque est relaxé. À Paris, un livre sur les relations entre juifs et chrétiens a été présenté au Bernardin ce mercredi. Et puis à Jérusalem, le patriarcat latin s'insurge contre le plan de paix du président américain Donald Trump. Enfin, dans notre dossier, nous reviendrons justement sur le procès du cardinal Barbarin qui a été relaxé cet après-midi. Quelles leçons tirer de cette affaire pour l'Église? Quel message pour les victimes? Nous en parlerons avec Gérard Leclerc de France Catholique et Claire Bernol du magazine Réforme. Ils sont avec nous sur ce plateau, on les retrouve tout à l'heure. Et nous ouvrons ce journal à Lyon. Le verdict du procès en appel du cardinal Barbarin est tombé aujourd'hui. Le cardinal a été relaxé par la Cour d'appel de Lyon. Il était poursuivi pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs et avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis en mars 2019. Lors du procès en appel qui a eu lieu fin novembre, l'avocat général avait réclamé la relaxe qui a donc été confirmée par la Cour d'appel. Après l'annonce du verdict ce jeudi, les parties civiles ont annoncé réfléchir à un pourvoi en cassation. Nous nous sommes rendus sur place à Lyon pour recueillir dans un premier temps les réactions des victimes. Déçu forcément, parce qu'on s'attendait que les choses entre guillemets s'arrêtent ici. Alors on verra pour la suite, il faudra vraiment relire tout l'arrêté parce qu'il y a 40 pages sur la motivation de cet arrêté, donc on va tout relire et peut-être qu'on ira peut-être encore plus loin, on verra. Mais voilà, je crois qu'il faut accepter la décision de justice sans remettre en cause le tribunal. Il ne fallait pas faire de triomphalisme en première instance. Et le fait qu'en deuxième instance, il y ait une relaxe, ça ne remet pas en cause, je crois, toute l'interrogation morale que ça suppose. Il y a quand même eu une mission préventive du Sénat, il y a quand même eu la loi du 3 août 2018 avec l'allongement du délai de prescription, le repositionnement de l'article de loi, la réécriture de l'article de loi, qui a été très mal écrit, mais qui a été quand même réécrit, de l'article de loi 434-3 du Code pénal relatif à la non-dénonciation. Et puis voilà, il y a la mise en évidence d'une Église qui interroge un peu sur ses positions morales. On sait tous que la CIAZ, la commission présidée par Jean-Marc Sauvé, est en train de travailler. Ils nous disent aujourd'hui avoir recueilli 4000 témoignages et on commence à prendre conscience des problématiques d'emprise psychique, d'emprise spirituelle. Donc je crois que tout le monde est d'accord quand même pour dire que de tout ça émerge quand même une certaine prise de conscience et un discernement qui a quand même fait défaut pendant un certain laps de temps. Les avocats de la défense ont eux aussi réagi, on les écoute. Nous avons une juridiction qui a dit le droit, comme l'avait fait monsieur l'avocat général d'ailleurs dans un réquisitoire exemplaire. On ne peut pas inventer une imprescriptibilité d'un délit dans des conditions qui sont terribles. Il est évident que le cardinal n'a jamais eu l'intention d'entraver l'action de la justice, puisque nous avons produit au dossier un mail de monsieur Aizé qui vient dire en novembre 2015, alors qu'il a déposé plainte en juin 2015, au cardinal Barbarin, dans ce fameux courriel, il vient lui dire « Écoutez, monseigneur, la presse va s'emparer du dossier, vous savez que j'ai déposé plainte, je sais que vous étiez supporter de ma démarche judiciaire, je vous en remercie ». Ce mail est évidemment central parce qu'il démontre ici très clairement que le cardinal n'a jamais eu la volonté de faire en sorte qu'il n'y ait pas de plainte. Et au contraire, c'est lui, et il l'affirme toujours, qui a indiqué à la victime qu'il lui fallait trouver des victimes non prescrites. Ce sont ces victimes non prescrites qui font qu'il y a eu le procès de M. Prénat auquel vous avez assisté récemment. À noter que les panneaux en arrière-plan de Maître Luciani concernent la grève des magistrats et la grève des avocats et non pas le procès Barbarin. Dans la foulée de cette décision, Monseigneur Barbarin s'est justement exprimé lors d'une conférence de presse. Il a annoncé qu'il allait remettre une nouvelle fois sa démission au pape François. Avec sérénité, ce midi, j'ai pris acte de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon qui a déclaré que je ne suis pas coupable de ce dont on m'accusait. Cette décision permet de tourner une page et pour l'Église de Lyon, c'est l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre. C'est pourquoi de nouveau, je vais remettre ma charge d'archevêque de Lyon entre les mains du pape François. Naturellement, si le Saint-Père souhaite me voir, je me rendrai à Rome. En mars dernier, il avait refusé ma démission en acceptant que je me mette en retrait pendant la durée de la procédure judiciaire.
Maintenant, je peux paisiblement lui renouveler ma demande. Mes pensées vont aujourd'hui, toujours, vers les victimes. Nous avons également recueilli en exclusivité la réaction de Monseigneur Dubost, l'administrateur apostolique du diocèse de Lyon. On l'écoute. J'accepte toujours ce que dit la justice de la République. Donc, je l'accepte avec... comme c'est un fait. Voilà, je l'accepte. Et puis, je me dis que c'est peut-être l'occasion de faire un point. Au fond, toute cette affaire nous a permis d'entendre des victimes. Et mon expérience d'entendre les victimes montre que très souvent, elles ont été bloquées pendant des années et n'ont pas pu s'exprimer. Et je comprends qu'elles aient besoin qu'on reconnaisse leur peine, leur mal. Et donc, ça, j'entends ça à travers ce qui s'est dit. Au fond, il y avait beaucoup de victimes parmi nous, et nous ne le savions pas vraiment. Et donc, je pense qu'il est très important qu'on soit attentifs les uns aux autres. Un message comme ça, moi je dis, soyons unis, mais cette unité, qu'elle ne soit pas une unité de surface, mais une unité de profondeur, et dans la profondeur, qu'on sente le mal de l'autre, et qu'on s'aide les uns les autres à porter ce mal. Quant à la conférence des évêques de France, elle a déclaré dans un communiqué qu'elle prenait acte de cette décision de justice, rappelant également sa détermination à poursuivre le travail nécessaire face aux abus sexuels afin qu'ils ne se reproduisent plus dans l'Église. Au chapitre de la bioéthique, les sénateurs ont examiné ce mercredi les 20 derniers amendements relatifs au projet de loi bioéthique. Les débats étaient jusqu'à maintenant plutôt apaisés, mais le ton s'est durci ce mercredi dans la soirée, autour notamment d'un amendement qui prévoyait une clause de conscience spécifique pour les interventions médicales de grossesse. Après un débat long et passionné, l'amendement a finalement été rejeté par une nette majorité des sénateurs. Toujours au sujet de l'IMG, le projet de loi bioéthique prévoit également de supprimer le délai de réflexion d'une semaine proposé aux patientes. 2 amendements avaient été déposés pour empêcher cette suppression. Ils ont finalement été tous 2 rejetés. Toujours en France, ce mercredi avait lieu à Paris, au Collège des Bernardins, la présentation d'un livre sur les relations judéo-chrétiennes par la Conférence des évêques de France. Cet ouvrage traite des avancées du dialogue entre les juifs et les catholiques depuis Vatican II. Il rassemble entre autres des textes du magistère romain et ceux élaborés par l'Église de France. Le père Louis-Marie Coudray, directeur du service national des relations avec le judaïsme, explique combien il est essentiel de se former à ce dialogue. Ce livre, il s'adresse à tous les chrétiens. Parce que je dirais tous les chrétiens ont un devoir d'avoir l'intelligence de leur foi. Saint Pierre, dans la 2e épître, nous dit que nous devons être capables de rendre raison de notre foi. Donc chacun peut travailler ces textes. Et d'ailleurs, ces textes, qui sont des textes de référence, invitent à ce qu'il y ait un enseignement, à la fois au niveau de la catéchèse, au niveau de la prédication. Et là, je dirais, il y a aussi un très gros travail à faire, parce que c'est vrai qu'on entend encore parfois des propos dans des homélies qui peuvent surprendre sur ce rapport entre christianisme et judaïsme, ou bien entre ce qu'on appelle la loi et puis le Nouveau Testament. On est encore beaucoup dans des schémas d'opposition ou de perfectionnement. Je pense que dans le contexte actuel, c'est fondamental. Et de se rendre compte qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020 et que la communauté juive a de nouveau peur pour sa survie, a de nouveau peur quand ils sont dans la rue. Il y a quelque chose qui est absolument incroyable. Nous sommes dans une démocratie occidentale qui, normalement, doit garantir les libertés de chacun. Et si nous avons une catégorie de population qui ne peut plus sortir librement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en tant que chrétiens, nous devons lutter contre cela. Il s'agit bien de l'ancien directeur qui était en poste depuis 2016 jusqu'à 2019. Direction Jérusalem à présent. Après l'annonce par le président américain Donald Trump d'un plan de paix pour le Proche-Orient, appelé Peace to Prosperity, en français de la paix à la prospérité, le patriarcat latin de Jérusalem a publié une déclaration dans laquelle il exprime son inquiétude. Le patriarcat réclame en effet que les accords précédemment conclus entre les 2 parties soient respectés et améliorés sur la base d'une égalité complète en humanité entre les peuples. L'éclairage du frère Dominique-Marie Cabaret, prêtre et dominicain, enseignant à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. On l'écoute. Le patriarcat cherche à faire comprendre que la paix reviendra dans ce pays, donc la Terre Sainte, que dans la mesure où toutes les parties prenantes sont traitées d'une manière équivalente et que elles puissent se retrouver à la même table
des discussions et qu'elles puissent donc signer un accord en commun et se serrer la main après avoir signé l'accord en commun où chacun évidemment fait des concessions. Justice et paix s'embrassent. Hein. Donc il est vain de vouloir chercher la paix s'il n'y a pas la justice. Voilà. Et voilà, donc c'est ça le problème qu'il n'y a pas derrière. Et on ne peut pas faire la paix unilatéralement, c'est pas possible. Au contraire, ça risque même d'envenimer la situation si le plan soi-disant de paix est appliqué. Le patriarcat latin de Jérusalem a appelé les églises du monde entier à prier pour la Terre Sainte, à œuvrer pour une justice réelle, pour la paix et à être la voix des laissés pour compte. Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. On retrouve maintenant la chronique du père Cédric Burguin. Chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique sur KTO. Je vais vous parler d'un fait qui ne fera pas l'actualité des grands médias. Et pourtant, pendant 3 jours, à l'Institut catholique de Paris, par la faculté de droit canonique, se sont réunis les personnels d'officialité de France, des tribunaux ecclésiastiques, pour leur session annuelle de formation permanente. Et à une époque où la justice de l'Église est parfois soupçonnée, critiquée, durement salie parfois, eh bien, on voit que ces personnels prennent sur leur temps, ils sont tous bénévoles, il y a des prêtres, des laïcs, et ils prennent du temps pour se former aux enjeux nouveaux et aux enjeux actuels de la justice dans l'Église, parce que l'Église, si elle est experte en humanité, doit pouvoir attester par ses procédures internes, par son organisation interne, que ce qu'elle annonce au monde comme justice, comme doctrine sociale, elle se l'applique à elle-même. Et combien les lieux des tribunaux ecclésiastiques sont des lieux où nous essayons de vivre cette justice que le Christ a enseignée, que le Christ a donnée à son Église et que le Christ veut pour le monde. Et vous me permettrez d'utiliser cette chronique pour rendre hommage à tous ces laïcs, ces prêtres, hommes et femmes laïcs, qui prennent de leur temps pour être au service des officialités, pour être au service de tous ces couples en souffrance qui demandent à l'Église de se pencher sur la vérité de leur mariage ou qui demandent à l'Église de se pencher sur d'autres souffrances. Ils le font bénévolement, ils prennent sur leur temps, ils se forment pour acquérir de vraies compétences. Et voilà aussi tout un travail que les chrétiens accomplissent, bien souvent dans l'ombre, mais comme le dit l'adage, si le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec le magazine Réforme. Claire Bernol, vous nous parlez cette semaine de l'islam. Oui, on vous parle de l'islam et plus précisément du communautarisme. À partir de cette annonce d'Emmanuel Macron, il devrait y avoir des mesures de lutte contre le communautarisme officiellement présentées avant les élections municipales. Qu'en attendre? Nous avons posé la question à Khaled Benchir, le président de la Fondation de l'Islam de France, en dialogue avec le pasteur Samuel Amédro. Merci beaucoup. À la une de France catholique, les élections municipales, Gérard Leclerc. Oui, elles se rapprochent à grands pas. Elles donnent lieu à des tas de commentaires, de stratégies politiques. France catholique l'a pris sous un angle un peu particulier, qui est celui de l'engagement des catholiques et des chrétiens en général en politique, et notamment au niveau des municipalités, où là, il y a, comment dirais-je, il y a la vie civique qui est proche, au plus proche des citoyens, et donc c'est particulièrement intéressant de s'engager à ce niveau-là. Merci beaucoup. Et on poursuit avec La Croix, l'hebdo qui fait sa une sur Beethoven à l'occasion des 250 ans de la naissance du compositeur. L'hebdo nous plonge dans les mystères de sa dernière symphonie, la 9e, et de son destin hors du commun. Et puis nous retenons également cet entretien avec l'actrice iranienne Golshifteh Farahani, qui a fui le régime iranien il y a plus de 10 ans. Famille chrétienne s'intéresse à l'orientation et présente aux jeunes une palette de métiers amenés à se développer dans le futur. À retenir également cette semaine l'entretien avec l'ex-otage en Irak et journaliste au Figaro, Georges Malbruno. Il revient sur l'enlèvement des 4 membres de l'association SOS Chrétien d'Orient et sur la situation de crise dans le pays.
À la une de La Vie cette semaine, le Brexit. Le magazine propose un retour sur le feuilleton qu'a été cette sortie des Britanniques de l'Union européenne. Selon l'Hebdo, les répercussions de cette rupture n'ont pas fini de fragmenter l'Europe et le Royaume-Uni. Une rupture qui serait devenue, à partir de 2016, je cite, un match entre les classes populaires anglaises et les élites londoniennes. Le Festival de la BD est à l'honneur dans les colonnes du Pèlerin pour sa 47e édition qui a débuté ce jeudi à Angoulême. Le magazine propose une sélection d'albums et rend notamment hommage à la BD Patapouf qui a longtemps été publiée dans ses pages. À retenir également le deuxième volet du dossier sur les municipales avec un focus sur le défi des logements décents à Villers-le-Bel dans le Val d'Oise. Voilà pour la revue de presse. On passe maintenant au dossier. Et dans notre dossier, nous retrouvons Claire Bernol de Réforme et Gérard Leclerc de France Catholique. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous, on va parler de l'actualité qui nous a beaucoup occupé cet après-midi, à savoir le verdict du procès de Monseigneur Barbarin, l'archevêque de Lyon. Le verdict est donc une relaxe pour le cardinal Barbarin. Une première question, quelle est votre réaction à justement ce verdict ? Alors, je me lance. Notre réaction, elle est double, je dirais, à la fois parce qu'on peut considérer de manière très froide et objective que c'est une victoire du droit, dans la mesure où certains arguments n'ont pas été suffisamment étayés, visiblement. C'est ce que tente à nous donner à entendre ce deuxième verdict, puisque c'est un appel. D'autre part, évidemment, c'est une immense tristesse à l'égard des victimes, dont la déception doit certainement être grande. Quel est le lieu où on peut se faire entendre encore quand on a vécu de tels faits? Voilà, ça pose aussi cette question. Gérard Leclerc, quelle est votre réaction? Je ne serai pas très loin de cette opinion. C'est vrai que du point de vue du droit, moi, je crois que ce verdict est logique, surtout à la suite du réquisitoire de l'avocat général qui était implacable à l'égard du procès précédent, auquel il reprochait de vouloir avoir un côté symbolique, une espèce de compensation symbolique. Et ce n'est pas le problème du droit. Le droit ne donne pas des compensations symboliques. On juge en fonction du droit. Et là, le droit, bon... Alors, évidemment, c'est une déception pour les gens de la parole libérée, notamment, qui ont mûri cette stratégie qui avait pour cible Philippe Barbarin. Pourquoi ? Parce que Philippe Barbarin, évidemment, représentait l'Église, représentait l'institution. Il s'agissait de mettre l'institution au cœur de cette affaire. En fait, je dirais presque cyniquement que le procès Prénat lui-même était dans leur tête, était beaucoup moins important à cause de son moindre retentissement que le procès Barbarin. Seulement, le désavantage de ces choix, c'est que le premier procès Barbarin a été en fait un procès Prénat dont l'accusé était Philippe Barbarin. Alors, il y a qu'il y ait une responsabilité de l'Église et de l'autorité dans l'Église, c'est indéniable. D'ailleurs, l'Église l'a reconnu. Mais par ailleurs, il y avait quand même un danger de faire de Barbarin un bouc émissaire, selon le processus décrit minutieusement par René Girard, avec une houle de haine répandue à l'égard du cardinal, notamment dans les réseaux sociaux, avec leurs effets toxiques. Et là, on pouvait quand même se poser quelques questions. Alors, ce procès, c'est une étape. Je crois que François Deveau a eu parfaitement raison de dire qu'en dépit de cet échec, il y avait quand même des résultats très tangibles. Cette stratégie, notamment la constitution de la commission dirigée par Jean-Marc Sauvé, qui doit enquêter sur 50 ans de déprédation, si j'ose dire, de nature pédosexuelle dans l'Église. Et ça, c'est quand même une sacrée démarche qui, à mon sens, devrait être un peu imitée, d'ailleurs selon le vœu de François Deveau, dans d'autres institutions. Claire Bernol, est-ce que pour vous, Philippe Barbarin était un bouc émissaire ? C'est une question difficile dans le sens où, peut-être en termes de déroulement des événements, c'était pas la première personne à apporter une responsabilité dans ces affaires. Et au final, c'est quand même lui qui s'est trouvé jugé en premier.
C'est une première considération. Pour autant, derrière cette stratégie, puisque c'est un mot que vous avez employé, j'ai envie de dire qu'il y a quand même des faits bien réels, graves, plus que graves, qui concernent beaucoup de personnes et que je suis un peu gênée avec le mot stratégie dans la mesure où pour moi il a une connotation un peu de manipulation et j'ai bien noté que vous n'avez pas employé le mot manipulation, hein, attention. Mais il a une certaine connotation. Moi j'aimerais rappeler que stratégie ou pas, derrière il y a une réalité qui devait être dite. Le problème est qu'elle est dite tardivement et que nous en sommes là parce qu'elle a été dite tardivement. Alors François Deveau a parlé, et vous l'avez rappelé, de cette dimension peut-être symbolique. Il a dit à la suite du verdict qu'il acceptait cette décision de justice. Est-ce que pour vous, effectivement, ça suffisait, cette première victoire, en tout cas pour les victimes, avec la condamnation dans un premier temps de Philippe Barbarin ? Est-ce que ça suffit ? Non, sûrement pas. Mais je pense qu'il y a un énorme travail à faire et je pense que l'Église catholique en a pris la dimension. Il faut voir tout ce qui s'est passé à Rome. Le pape qui a réuni tous les responsables des églises nationales pour prendre un certain nombre de décisions. Tout ce qui a été fait par l'Église de France, notamment avec cette commission Sauvé. Écoutez, il n'y a pas d'exemple d'une institution qui se soit remise en cause comme cela. Qu'il y a encore des choses à faire, c'est incontestable. Mais si vous voulez, moi, si je vois une institution comme l'éducation nationale, il y a exactement le même type de problème, avec les mêmes responsabilités de l'autorité au niveau le plus haut, et j'en parle vraiment parce que je sais des choses très précises là-dessus. Donc, et puis on s'aperçoit aujourd'hui que toutes les institutions sont touchées. Je disais les arts, le cinéma avec l'affaire Polanski, tout le monde littéraire avec l'affaire Maznev, le monde du sport avec cette affaire qui a été révélée cette semaine par l'Obs sur cette comment elle s'appelle, cette sportive qui s'appelle je crois que c'est Sarah Abitbol, oui, Sarah Abitbol. Vraiment, c'est une société qui se révèle malade. Profondément malade. Et évidemment, l'Église a des responsabilités particulières dans cette affaire et on ne saurait, comment dirais-je, se cacher derrière la forêt même. L'Église a des responsabilités particulières eu égard à son rôle de prescriptrice en matière de morale. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un problème général dans notre société. Claire Bernal. Vous revenez sur la pertinence de ce premier verdict, je crois, qui condamnait le cardinal Barbarin à 6 mois avec sursis, en raison du fait que l'intention, en première instance en tout cas, a été prouvée que son intention était de cacher des faits, de le garder secret, de le gérer en interne. Si tel était le cas, je pense que oui, qu'une condamnation doit venir sanctionner cette intention-là. Elle a été retirée en seconde instance. Pour moi, c'est pas toute la démarche des victimes et de l'Église ont quand même tout leur sens, puisque ça débouche sur une remise en cause, vous l'avez dit, une remise en cause que je trouve tardive aussi. Alors, ça me permet de revenir sur ce que je disais précédemment, sur le fait que les victimes ont pris la parole tardivement. Ce n'était pas un reproche déguisé à leur égard, c'est le fait du processus que des psychologues et des psychiatres ont décrit en cas d'abus. Voilà, je pense que s'il n'y avait pas eu tout ça, la remise en cause de l'Église, je ne dis pas qu'elle n'aurait pas eu lieu, mais peut-être qu'elle aurait été encore plus tardive, et qu'en ce sens-là, ça a été salutaire, dans la douleur, certes, dans la douleur, pour tous, je crois, mais ça a été salutaire et c'était nécessaire. Cette démarche était, je crois, nécessaire, puisque en amont, les choses n'avaient pas bougé. Voilà, on ne peut que faire ce constat. Alors, je vous rejoins tout à fait dans le fait que l'Église n'est pas la seule institution, n'est pas le seul pan de la société qui est concerné, qui est touché, et ça nous montre aussi à tous que le silence ne sert à rien. Il ne sert à rien parce qu'il détruit, donc en ce sens-là, il est même nocif. Il ne sert à rien parce
parce que de toute façon, un jour, ce qui est caché est dévoilé. C'est une parole du Nouveau Testament, je n'invente rien. Mais tout ce qui est caché est appelé à être dévoilé un jour ou l'autre. Donc on ne gagne rien à rester silencieux. Charles Leclerc, les leçons. Là, je suis d'accord, évidemment, avec ce diagnostic, avec une réserve quand même. Il y a une énigme dans cette affaire. Pourquoi ces affaires de pédophilie sortent dans les années 90 ? Est-ce qu'il n'y avait pas d'affaires de pédophilie avant ? Mais si, il y en avait. Mais pourquoi, brusquement, la chose devient publique ? Bon, il y a plusieurs explications à cela, notamment, il y a eu l'affaire Dutroux, qui a entraîné une révision même des législations nationales, un énorme scandale, et du coup qui a entraîné des tas de choses, et notamment une véritable révolution à l'intérieur de la psychologie et de la psychanalyse. Mais il serait trop long pour moi de m'en expliquer. En tout cas, il y a un certain nombre d'éléments comme cela qui expliquent une sorte de revirement qui fait que l'affaire est devenue, évidemment, est étalée désormais sur la place publique, alors qu'autrefois, elle restait secrète. Alors, on va devoir bientôt conclure. Quelles leçons on va pouvoir tirer de ce feuilleton juridique qui a été et qui est encore l'affaire Barbarin ? Moi, je ne suis pas juriste, hein. Je constate les choses, je lis les confrères et tout. Je crois qu'on est arrivé quand même s'il y a cassation, etc., je crois qu'on est quand même arrivé au bout d'une certaine logique judiciaire. Et que le relais va devoir repris autrement. Quelle leçon tirer ? Je vais me répéter, hélas, c'est que le silence ne sert à rien. Il empire même toutes les situations d'abus. Le feuilleton n'est peut-être pas terminé, tout dépendra des choix que feront les avocats des victimes, voilà, les victimes et leurs avocats. Si le sujet continue à être porté devant les médias, je crois que ça doit nous dire une chose, c'est que la parole, oui, doit être libérée, et dans toutes les institutions et dans tous les pans de la société, et que cette parole-là doit être entendue, que ce soit par des tribunaux humains ou dans d'autres instances. Vous avez évoqué la SIAZ, la commission présidée par Jean-Marc Sauvé. On a besoin de lieux d'écoute, de dialogue, et où on traite ces affaires. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour nous parler de ce sujet. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AlaSource. On se retrouve mardi prochain. Excellente soirée sur KTO.